J'ai bien l'impression que la culture queer, en plus d'être intimement liée au questionnement LGBT+, de travailler sur le genre, les normes, de brouiller les pistes, de montrer autre chose, permet aussi de combattre précisément le sexisme systémique dans notre société. J'aimerais en parler davantage avec des femmes parce que mon ressenti sur la question ne peut pas être le seul point de vue entendu, mais j'ai l'impression que le sexisme est intimement lié à l'homophobie et à toutes les discriminations à l'encontre des personnes LGBTQ+. D'expérience, les insultes habituelles envers les gays, par exemple, sont toujours liées avec ce que pensent les gens de la féminité et de la masculinité. Le queer, les drags questionnent ça quotidiennement, consciemment ou non. C'est beau et ça fait du bien et ça me semble nécessaire. Je veux de la féminité avec du poil. Je veux de la féminité avec du sang qui coule librement. Je veux de la féminité comme les femmes ont envie qu'elles le soient, comme les personnes transgenres ont envie de définir la féminité. Dans cet épisode, je reçois Guillaume. Il est drag queen sous le nom de Clémence Tru. Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, je suis un peu en descente post-Pride là. C'est trop d'amour et trop d'émotions. Et là, du coup, le début de semaine, retour au taf, Hetero World, c'est beaucoup trop violent. Ouais. Je peux comprendre. Ça s'est bien passé la Pride? Oui, tout va bien. Dans la marche, c'était parfait, mais trop de couleurs, trop de chaleur, d'humidité. C'était top. Par contre, après la soirée, trop intense, trop d'émotions aussi, et surtout, je me suis fait tirer mon téléphone et ma carte, alors ça, c'est vraiment pas cool. Ok, bon, si quelqu'un a son téléphone et sa carte, manifestez-vous. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Alors, moi, c'est Guillaume. Actuellement, j'ai 29 ans et je travaille dans le marketing digital pour un cabinet de conseil en management. Donc c'est complètement chiant à raconter, ça n'intéresse personne à chaque fois en soirée. Et du coup, pour contrebalancer ça et rajouter un peu de fabuleux dans ma vie, je suis aussi Clémence Tru, comme les menstrues. Voilà, drag queen depuis 4 ans. Alors moi je suis né en Bretagne, genre plein milieu de la Cambrousse, un bled de 300 habitants, vraiment la campagne quoi. Et j'ai fait toute mon enfance là-bas jusqu'à mes 12 ans, du coup à vivre dehors, dans la campagne, dans les émanations de pesticides aussi, la Bretagne c'est fabuleux pour ça. Un peu un enfant de la forêt quoi, enfant sauvage, complètement dans son monde. Après, en grandissant, j'ai gardé un peu ce côté-là parce que j'étais pas quelqu'un du tout d'urbain. On vivait vraiment dans des bleds paumés avec mes parents, même si on a déménagé plusieurs fois. Après le bac, je suis arrivé à Lyon et c'est là où la vie homosexuelle a commencé. J'ai fini les fées de la forêt. Là, on a rencontré les vrais fées des villes, qui sont tout aussi fabuleuses. Voilà. Malgré une éducation bien catholique quand même, tout collège, lycée, c'était toujours bien je vous salue Marie et autres. Et maintenant c'est je salue les Marie. Qu'on adore. On salue toutes les Maries. Ah oui, t'avais une éducation un peu... Ouais, si tu veux, j'ai grandi dans une famille où on était genre 5 gamins, ou plutôt classe ouvrière, avec le père tout le temps au boulot, en déplacement, la mère qui s'occupe de nous, hyper présente, une éducation bien de droite aussi. Ouais. Du coup, une fois arrivé à Lyon, ça a été un peu la libération, l'ouverture et la découverte du milieu gay, hein, parce que le milieu gay lyonnais à l'époque c'était quand même assez sympa. C'est tout le stéréotype qu'on pouvait avoir des bars, des villes de province. Voilà, mais c'était ça me changeait complètement parce que du coup j'étais tout seul en autonomie et c'est là où vraiment genre j'ai rencontré des gens avec qui je m'entendais parfaitement, avec qui je sentais que je pouvais être un peu plus à l'aise et où j'avais moins l'impression d'être étouffé par à la fois le cocon familial et le cocon du lycée ou autre. Et c'est vraiment à Lyon qu'il y a eu un peu ce déclic-là, homosexuel. Après, le déclic un peu plus queer, il est venu un peu plus tard, vraiment autour de mes 22 ans, où j'ai commencé à fréquenter aussi
des milieux un peu plus... moi je veux dire le milieu queer lyonnais, avec les soirées de Plus belle la nuit, il y avait la Bunny Slut Club, et maintenant la soirée très connue, la Garçon Sauvage. Euh, et c'est comme ça que je me suis un peu plus aussi libéré, que j'ai commencé à développer une conscience politique, à me rapprocher avec des gens, une vraie émulation aussi en termes de réflexion sur le genre, sur la société, les carcans, les dictates, toutes ces choses qui nous oppressent. Et donc, du coup, c'est à Lyon, du coup, que tu as vraiment découvert les soirées gays, LGBT, le milieu queer. C'est un truc qui te manquait en Bretagne ou tu ressentais pas encore le besoin à cette époque? Alors en Bretagne, j'y suis resté jusqu'à 12 ans. Après, on a déménagé en Auvergne, donc jusqu'au bac. J'étais dans des bleds paumés, j'étais avec mon groupe de potes, donc c'était un peu la jeunesse bucolique, si tu veux. J'ai pas eu un manque à ce moment-là, c'était vraiment plus en arrivant à Lyon ou arrivant en prépa dans un lycée ultra catho où d'un seul coup je me suis dit, non mais là, c'est un rôle que je joue, quoi. C'était du drag, mais pas dans le bon sens du terme. Pas à ta place. Clairement pas à ma place, et puis les discours que j'entendais autour de moi étaient très très compliqués, quoi. J'ai eu une vraie recherche spirituelle, si tu veux, la première année où je me suis dit j'essaie de voir si la religion c'est un truc qui me correspond, pour moi, qui a été un fiasco total. Ouais. Et tu remettais quand même ça en question, du coup. Ouais. Même si c'était inné dans ta famille. Ouais, il y avait. Moi, j'avais pas un grand attachement à la religion, du coup, j'ai pas vraiment encore maintenant non plus. Hein. Et j'ai essayé, et c'était vraiment pas mon truc. Et voilà, j'ai fait genre même une retraite spirituelle, si tu veux, dans le silence total, où j'ai dû aller me confesser avec un moine. Et ça a pas... Ouais, non, ça... c'était assez cool de pouvoir échanger, parce que c'était un mec assez jeune, en plus, qui m'a raconté un peu ses déboires à lui, qui était dans la drogue, des trucs comme ça, tu vois. Tu dis les moines, ils cachent bien leur jeu. Et voilà, et du coup, lui m'a conseillé, il dit, essaye de voir, si c'est ton truc, fais attention, tu peux aussi te faire du mal en allant, voilà, faut essayer de faire attention avec la sexualité, il faut... Il y avait une discussion quand même. Il y a une vraie discussion, c'était pas le vieux grigou qui essayait de m'exorciser, mais... non, c'était intéressant, mais voilà, sorti de ça, je me suis dit, en fait, non, c'est pas mon truc... let's go gay, quoi. Genre, to the fullest. Ouais, je t'ai dit, c'est pas mon truc et c'est pas grave. Et c'est pas grave, non, c'est ça. C'est genre, ma vie est ailleurs, quoi. Et c'est là où je suis tombé dans le milieu gay lyonnais et que c'est parti. Et donc, du coup, tu me parles de Lyon, donc t'es resté à Lyon combien de temps? À peu près 6 ans après le bac, le temps de faire mes études. C'était quoi comme études? Alors, je suis passé de lettres classiques à anglais, j'ai essayé journalisme, après je suis parti anglais entreprise, tu vois, enfin, il y a eu tout un tas, il y a eu des périodes aussi où j'ai bossé, il y a eu des périodes où j'ai arrêté complètement les études pour travailler, parce qu'il y a eu des moments un peu compliqués avec ma famille, où forcément, éducation de droite, autant dire qu'ils n'étaient pas hyper open, donc un peu raciste, un peu homophobe. Alors qu'on est quand même 3 homosexuels dans la famille. Enfin, il y a mon grand frère et ma petite sœur aussi. D'accord. Mais ça bloquait un peu. Et du coup, il y a eu des périodes où j'étais complètement en rupture avec ma famille. Où c'est là aussi où tu vois, tu découvres une autre famille parmi tes amis, parmi c'est ta famille gay, quoi. Ta famille gay ou ta famille LGBTQI, toutes les belles personnes que tu peux mettre dedans. Mais voilà. Ok. Et dans ces soirées-là, en fait, qu'est-ce que tu appréciais? C'était un endroit d'échange pour toi, de rencontre, de communion? C'était exactement ça. C'est d'un seul coup, tu mets le pied dans une boîte où tout ce que tu vois autour de toi déjà te surprend, t'émerveiller, te faire rire ou t'interroger. Et tu sens que tu te nourris de ça, en fait. Tu apprends à être beaucoup moins dans le jugement, tu apprends à être beaucoup plus dans la tolérance de ce que l'autre peut être, juste parce qu'il est d'un autre. Et c'est ces moments-là où tu te sens vraiment grandir, quoi, et où tu dis, en fait, c'est dans ce milieu-là que je vais évoluer, c'est avec toutes ces belles personnes autour de moi qui vont m'aider à être moi aussi une bonne personne, une belle personne. Là où, avant, j'étais entouré
du rejet de l'autre ou des conduites qui te sont dictées, voilà, que ce soit par de la famille ou l'école, quoi. Et du coup... Un sentiment de liberté. Quoi. Ouais, c'est de la libération où d'un seul coup tu dis que tu vas réussir à faire le chemin par toi-même avec d'autres personnes, sans qu'on te dicte ce qui est bien ou mal et tu l'apprends par toi-même. C'est plutôt une bonne chose. Et à Lyon, t'avais croisé quelques drag queens ou... Ouais, alors à Lyon, ce qui était là où j'ai commencé, moi, je suis d'abord attaqué par ce qu'on appelle les transformistes. Ouais. Moi, honnêtement, je fais pas trop de différence entre transformisme, drague et tout. Pour moi, c'est un peu toute une grande famille. Il y a beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup de jugements de valeur entre les deux, entre les drag queens et les transformistes et autres. Pour moi, on fait un peu tous la même chose. On se met dans la peau d'un personnage qui n'est pas nous et on en fait ce qu'on en veut. Et du coup, moi, j'ai commencé par les cabarets qu'il y avait au Divi One le dimanche soir. Alors, autant dire que le lundi matin, c'était toujours un peu compliqué, la gueule de bois. Tu y allais en tant que spectateur. Voilà. Et j'étais fan. Après, là où j'ai vraiment commencé à rencontrer des dragues dans la définition qui me plaît un peu plus, c'est vraiment dans les soirées garçons sauvages. Et c'est quoi cette définition qui te plaît un peu plus ? T'enfiles une perruque, tu te mets un peu de maquillage, du noir sur les yeux, une paire de talons, et puis go, t'es déjà une drag queen. Tu te donnes un nom, tu te crées un personnage qui n'existe pas, tu te réinventes autrement. Tu te réinventes et tu deviens autre chose. Que ce soit un homme, une femme, quelque chose d'autre, une créature, un objet même. C'est vraiment sortir de soi et créer quelque chose dont tu vas faire quelque chose en fait. Ouais. Et quand t'as vu ça pour la première fois, tu t'es dit ça m'intéresserait d'être à leur place ? Ouais, je me suis dit c'était en mode genre mais filez-moi vos talons, j'ai envie d'essayer quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé la première fois avec une paire d'escarpins vernis roses, mais trop grands pour moi, à courir sur les pavés du Vieux Lyon, à me faire une cheville. Mais et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi plein d'amis que j'ai encore maintenant qui... Voilà, moi c'est le drag, je l'ai découvert dans les soirées, dans les bars et dans tout ce qu'il a de plus fabuleux, de plus social aussi. Parce que pour moi, le drag, c'est avant tout quelque chose, un art social. C'est quelque chose qui doit te connecter aux gens. J'ai adoré RuPaul, les dernières saisons c'est un peu plus compliqué, mais c'est du drag, c'est magnifique, c'est beau, mais quand t'es derrière ta télé, t'as pas ce plaisir-là de pouvoir échanger avec les drags, de créer une ambiance dans une soirée, de faire rire, de surprendre et de discuter avec les gens. Et pour moi, l'essence du drag, il est là-dedans. Il est dans son énergie, dans sa positivité et dans ce qu'il a à rassembler aussi un peu les gens. Que ce soit... par la beauté de ton maquillage, par l'extravagance de ta tenue, par l'incongruité de ton personnage. Tu fais réagir les gens et c'est quelque chose d'éminemment positif. Bon, sauf quand on te chope dans la rue et qu'on te casse la gueule. Là, c'est un peu plus compliqué, mais... C'est déjà arrivé ? Non. Ah. Non, j'ai de la chance. Je pense aussi que ça tient aussi avec mon personnage qui... fait plus rire qu'autre chose, si tu veux, où les gens sont plus surpris. Donc le temps qu'ils comprennent, je suis déjà parti en fait. Enfin, j'ai déjà passé mon chemin. Une seule fois où j'ai vraiment été insulté et où les personnes ont commencé à devenir un peu agressives, mais j'ai dit non mais merci, ça va bien, j'en ai eu assez et je suis monté dans mon Uber quoi. Ouais. Mais j'ai souvent eu de la chance. Après, est-ce que ça tient aussi au fait que j'ai de l'assurance et je ne laisse pas prise aussi à de l'agressivité, c'est-à-dire quand les gens te voient passer et que tu ne leur accordes même pas un regard parce que tu sais déjà qu'ils vont t'insulter, ça leur laisse pas de prise, tu vois, pour t'attaquer. Alors après, un mec complètement pété, un homophobe pur et dur, il va te rattraper et te casser la gueule, quoi. Enfin, genre, de toute façon, mais les gens sont plus, genre, à garder distance, finalement, tu vois. Bah, la preuve, c'est que de la Pride, je suis rentré à pied tout seul. Et j'habite à Maraîcher où il y a eu une agression
homophobe la semaine dernière. Moi, je suis sorti du métro en talons avec tous mes morceaux de crépon de partout et je suis passé devant la terrasse du bar, j'ai pris 3 insultes, mais j'ai continué mon chemin et puis je suis rentré chez moi, quoi. Les injures limite banales, on peut le dire, et classiques, tu les prends à distance, avec distance, quoi. Ouais. Ça a été difficile au début ou? Ouais, quand j'étais jeune, ouais, c'était compliqué de se faire traiter de PD, de tafiole. Ça me blessait un peu, mais ça me renforce, c'est derrière. Ce qui me blesse le plus, c'est quand ça arrive vraiment sur d'autres, je pense, tu vois, que je vois que tu sens que c'est des gens qui aussi, ben, ça va créer une blessure, ça va créer une fragilité avec lesquelles... Voilà, moi, l'insulte en elle-même, elle me glisse dessus. Après, quand elle me touche, c'est ça qui me blesse le plus. C'est quand tu sens que c'est quelque chose qui t'a perturbé, tu te dis, mais je devrais pas réagir comme ça, ça devrait me glisser dessus, ça devrait... Oui, c'est plus ce ça. n'est pas une insulte, quoi. On finit avec Lyon. Tu es resté 6 ans, tu m'as dit. Après, à la fin de mes études, je devais trouver un stage et je suis monté ici. Ouais. J'étais logé chez un pote à un moment et c'était un peu mode de vie à la cool. J'ai rencontré au bout de 5 mois mon mec. Et je me suis installé aussi en coloc avec des potes en parallèle. Ok, là on est en quelle année? On est en 2015. Ok. Oh waouh. J'ai l'impression d'être vieille. Ici, je suis obligé de mettre des dates. Non, mais pour qu'on situe un peu chronologiquement les. C'est vrai, c'est bien. Et que je me trompe pas, si j'ai bien compris, quand tu étais à Lyon, il n'y avait pas encore Clémence. Il n'y avait pas Clémence, il y avait. Attention. Ah, il y avait déjà. Il y avait les prémices. D'accord. À l'époque, j'avais été trouvé comme nom de scène parce que je fréquentais des dragues de Lyon qui s'appelaient les Odieuses de Beauregard. Ouais. Qui avaient chasteté et modestie. D'accord. Et moi, je m'étais trouvé comme nom Germaine Bunker. D'accord. Voilà. Qui s'explique par. Germaine, écoute, je crois que c'est en honneur à ma grand-mère paternelle. Oh. Et Bunker pour le côté vraiment trop trashos, quoi. Parce Ok. que je m'habillais avec juste une paire de collants en bas, une paire de collants en haut, du crayon noir sur les yeux, mais étalé, mais à l'arrache. Je savais même pas mettre du rouge à lèvres. Et je marchais comme un tyrannosaure avec mes talons, quoi. C'était ridicule. C'est bien, c'était le début. C'était les débuts. C'est des beaux mais bon, souvenirs. Germaine n'a pas vraiment percé. Hein. Il est resté au fond de son bunker. Mais peut-être que tu l'as tué en créant un autre personnage. C'est ça. En déménageant, du coup, j'ai laissé à Lyon et... Ouais, t'as pas voulu continuer ici sous le même nom? Non, parce que le temps que je m'installe à Paris, parce que j'ai eu une période un peu compliquée au début à Paris, tu sais, quand t'arrives, t'es en stage, t'es payé 800 balles, t'as un autre taf. Les loyers sont exorbitants. Les loyers sont exorbitants. Alors au début, je payais pas de loyer parce que j'étais logé par un pote, on partageait les frais de bouche et je faisais ménage parce qu'il me logeait gracieusement. Merci encore, sinon j'aurais été à la rue. Et après, j'ai trouvé une coloc où c'était vraiment pas très cher, donc c'était bien. Et ça m'a permis de joindre un peu les deux bouts. Mais j'avais clairement pas... les dragues et les sorties, en général, c'était pas trop d'actualité, quoi. Ouais, peut-être que tu sortais pas trop quand t'es arrivé à Paris. Non, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de temps, je bossais beaucoup. Et puis, tu sais, quand t'as pas de thunes... oui, c'est certain. Puis il faut le temps que tu t'installes. Je trouve que les 6 premiers mois à Paris sont en général très difficiles, surtout si tu viens d'une ville où c'est un peu posé comme Lyon. Paris, ça te bouffe toute ton énergie, quoi. Et le soir, tu rentres après 1h30 de transport, enfin une demi-heure, parce que moi j'avais de la chance, j'étais pas si loin que ça, mais. Et t'es vidé, quoi. Ouais, alors qu'à Lyon, franchement, tu fais limite tous tes trajets à pied ou en bus, et puis. J'ai vraiment commencé à ressortir et me faire des soirées un peu plus. Queer vers la fin de mon stage, quand j'ai pu aussi j'ai trouvé mon alternance, donc j'allais être un peu payé plus déjà, et j'ai commencé aussi à fréquenter mon copain de l'époque qui fréquentait, lui, très ami avec les Paillettes, qui était une grande troupe de travelotes fabuleuses. Et c'est comme ça, en allant à leur spectacle, je me suis dit, ok, en fait, c'est génial, quoi. Enfin, c'est un milieu oufissime. Là, ça m'a ouvert des perspectives encore plus que
qu'à Lyon, où pour moi les drag queens c'était pour rigoler en soirée, et c'est fun. Là, ça prenait une dimension artistique fabuleuse. En parallèle, avec mon coloc, on commençait aussi à regarder RuPaul. Enfin, lui, il connaissait déjà depuis longtemps, mais moi, du coup, ça m'a un peu mis dedans. RuPaul, je connaissais que ses musiques. Genre, j'ai connu RuPaul par ses musiques, d'abord, avant de commencer par Drag Race. Écoute, c'est audacieux. C'est audacieux. Et du coup, d'un seul coup, voilà, c'était en mode... j'ai été propulsé dans ce milieu-là, en l'espace de 2 mois, et c'était génial. Et je voyais la dimension artistique, je voyais la dimension politique, toutes les réflexions que tu emmènes derrière avec ne serait-ce qu'un show que tu fais, ou l'histoire que tu peux raconter derrière un lip sync ou une lecture de texte. Et c'est vraiment les paillettes qui m'ont donné envie de me créer mon personnage. Un personnage que j'aurais vraiment... sur lequel je pouvais projeter toutes mes frustrations artistiques non révélées, n'ayant aucun talent, ni en peinture, ni en rien, en quoi que ce soit. Genre, j'étais très frustré parce que j'ai toujours rêvé d'être un artiste. Et Clémence Tru est née, on peut le dire, je pense, à une House of Moda. À l'époque, le thème, c'était la House of Moda entrée plat dessert. Je pense que c'était fin 2015 ou début 2016. Certainement début 2016. Okay. Je pense que c'était en plus genre février 2016, quelque chose comme ça. C'était le premier début et c'était clairement pas glorieux niveau make-up, mais c'était fun. Jérémy Patinier, qui s'appelait Monsieur Jérémy à l'époque, m'a pris entre quatre yeux, m'a dit toi, il faut absolument que tu participes au Dragathon. Je ne sais même pas ce que c'est. Et c'est comme ça que j'étais inscrit au Dragathon et que j'ai eu mon premier pied sur la scène. C'était ta première performance? Ouais. Vraiment, et j'étais tellement stressé, ça c'est vrai que je parlais même plus 1 heure avant. Mon mec me parlait en mode ça va, j'arrivais, j'étais genre affable, c'était horrible. Et mais c'était tellement bien, c'était une des émotions que j'avais jamais ressenties, une adrénaline de ouf. Ouais. Quand j'ai mis le pied sur la scène, que le début de mon son a commencé, je pensais plus à rien. Alors, j'avais attaqué sur le début d'Express Yourself de Madonna. D'accord. La contrainte, c'était qu'on devait avoir un moment en français dans notre perf de 2 minutes. Donc, le début, c'était Express Yourself de Madonna. J'avais mis un bout d'une pub Vania où la nana disait ah, mais ça me gratte, pourquoi tu te dandines comme ça me gratte, c'est mon tampon qui me gêne. Ah, bah, t'as qu'à en changer. Et là, genre, reveal, j'arrachais ma robe faite en vieille couverture de Vogue, trop moche. Et j'étais derrière en short en jean avec des serviettes hygiéniques marquées Tru, si tu veux, sur le torse. Et ça partait sur Woman's World de Cher. Voilà, bon, genre, je commençais ma vie drague avec Madonna et Cher. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver meilleurs auspices. Et du coup, en sortant de scène, je dis à Minima, mais... j'ai l'impression de pas avoir lip-synké. Genre, j'étais tellement sous le choc que j'avais l'impression de même pas avoir parlé, juste avoir fait la conne. En plus, j'avais gardé un chewing-gum, la con, genre sur toutes les vidéos, ça se voit, c'est horrible. Ne mettez jamais de chewing-gum quand vous devez lip-synker, ça se voit, et c'est pas beau du tout. Et voilà, donc beaucoup d'émotions, et ça, je me suis dit, ok, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Ça t'a conforté dans ton choix. Ouais, j'ai un truc que j'ai envie de refaire, et il faut que je mette de l'énergie là-dedans, parce que ça me plaît, ça me donne l'occasion de créer quelque chose, d'exprimer quelque chose, de faire passer des messages. Parce que Clémence Tru, par principe, c'est quelque chose de politique. Moi, mon drag, comme je le pense, c'est amener les tabous, les choses qu'on essaye de cacher, les menstrues, les règles, ce genre de choses, c'est des choses qui sont tabous dans la notion de féminité que la société essaye d'imposer. Et en amenant ça sur la scène drague où c'est idéal de féminité et de beauté, on essaye de casser un peu ces codes-là et ces carcans. Et j'ai vraiment l'impression que mon drag se définit par ça. C'est essayer de bousculer et de dire, en fait, non, il y a une autre face aussi à ce que vous voyez, il y a aussi et c'est pas moins bien, ça doit pas être caché, ça doit pas être donc voilà, la question du tabou des règles dans la société, c'est quelque chose qui ne me concerne pas spécialement mais qui me touche personnellement à chaque fois, genre tous les problématiques qu'il y a autour de ça, mais
ça m'a permis aussi de vraiment réfléchir à qu'est-ce que le féminisme pour moi, qu'est-ce que je fais pour qu'au quotidien, la condition des femmes s'améliore, et après c'est encore au-delà. Enfin, ça m'a lancé vraiment aussi sur une piste un peu plus politique, un peu plus engagée. Donc c'est intéressant parce que du coup, avec Clémence Tru, donc tu questionnais la féminité et le genre, féminin, etc., les tabous qui y sont liés. Et tu avais aussi cette barbe. Mais oui. Et qui, en plus, là, t'es en face de moi. Elle a disparu. Oui. Je suis un peu abasourdi, mais on va en parler. Parce que cette barbe, c'est un peu ta marque de fabrique. Parce que je connais pas tellement d'autres drags qui abordaient une barbe et qui en plus la mettaient en avant. Tu l'as colorée, etc. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Alors, la barbe, j'étais pas la première drag queen de Paris à emporter. Dans les paillettes, il y avait plusieurs drag queens à barbe déjà. Dont Mademoiselle Etienne, qu'on aime d'amour. Et que au tout début, je voulais que ce soit tellement ma drag mother, mais elle en avait rien à foutre. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. Et c'était un peu, voilà, genre la figure un peu modèle, et je me suis dit, oui, enfin, pourquoi se raser? Enfin, c'est tellement plus drôle d'avoir une barbe. T'avais déjà ta barbe initialement. Moi, j'étais barbu depuis quelques années, je ne supportais plus de me voir sans barbe. Ça, les choses ont un peu évolué depuis. Pour moi, c'était genre hors de question de m'épiler, parce que ça allait aussi avec cette réflexion politique-là. Est-ce que, genre, t'es moins une femme parce que t'as des poils? Et est-ce que la notion de féminité, elle est forcément liée avec l'idée d'être imberbe ou glabre? Est-ce qu'une femme pourrait pas avoir une barbe, après tout? Les gens, quand ils voient une drag queen avec une barbe, ils se disent plus c'est un homme, c'est une femme, enfin, il y a cette espèce de tous ces concepts qui commencent à se rendre un peu flous, à se mélanger ou à s'effondrer un peu. Et là, ils sont déjà un peu au-delà de leur carcan, de leur diktat de genre. Tu vois, ils sont déjà un peu... tu les as déjà entraînés dans une ils sont dans l'étape d'après, quoi. C'est ça. Et t'as déjà marqué des points, en fait. Je trouve, en questionnant les gens comme ça, moi, c'est ce que je cherche aussi. Dans mes performances, les notions de féminité, elles vont jouer un peu sur des clichés féminins, c'est-à-dire faire la femme enfermée dans son rôle de ménagère, la femme comme objet de désir dans la rue, comme victime d'agression, et voilà, mais ça reste une femme avec une barbe, et vraiment je veux que ces notions, voilà, les messages politiques que je cherche à porter sont basés là-dessus, en fait, dans notre société, pourquoi on a besoin du genre? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de catégoriser homme-femme? Et c'est des choses qui sont pour moi héritées, mais ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. On peut revendiquer sa féminité, on peut revendiquer sa masculinité, sa virilité, en étant un homme, une femme, ou intersexe, queer ou autre, peu importe comment on se définit. Mais est-ce que ça a une vraie utilité, le genre, au final? À part nous empêcher d'aller dans les toilettes assises, ou un bout de papier qu'on doit présenter aux aéroports. Chez moi, ça n'a plus de sens, ça n'a pas de... Il faudrait qu'on soit au-delà de ça. Et parce que ça ferait tomber tellement de barrières et tellement d'injustices, en plus. Tous les problèmes de sexisme, de machisme, d'homophobie, de folophobie, de transphobie ne sont basés que sur ce concept. Les gens s'y attachent, on ne sait pas trop pourquoi, pour se rassurer ou pour... On ne sait pas pourquoi, et ils utilisent ça comme des armes, en fait. Toi, personnellement, ça t'a fait évoluer, le drag, sur ces questions-là, ça t'a fait réfléchir, ça t'a amené une réflexion politique sur ce sujet? Ouais, complètement. Ce personnage-là m'a vraiment aussi... Si tu veux, quand t'es mis en lumière comme ça, avec des talons, du maquillage mal appliqué et une barbe de plus ou moins 5 cm, tu es la cible de jugements. Alors ça peut être des jugements positifs, hein, ça peut être ah j'adore ce que tu fais, comme ça peut aussi être des choses un peu négatives. Et au début c'était un peu difficile aussi pour moi, parce que les attaques les plus virulentes que j'avais souvent c'était des drag queens. Pourquoi tu gardes ta barbe? C'est pas du drag que tu fais. On t'enfermait dans des codes. Mais c'est ça, pour elle, parce qu'il y avait une barbe, ce n'était pas du drag. Et parfois j'avais envie de leur dire,
déjà, essayez de vous maquiller avec une barbe, vous allez voir la galère que c'est pour faire un contouring. Et pourquoi ce serait pas? Parce que il y a des codes très précis, il y a un dictionnaire du drag qui veut qu'il faut correspondre à certaines règles. Moi, j'y crois pas, parce que le drag, c'est de la subversion, c'est justement péter des codes. C'est tout casser et recréer sur ces débris-là. Et pour moi, voilà, la barbe, c'était vraiment constitutif de mon personnage. Je pouvais pas la raser, je l'avais fait une fois pour un show, en plus avec les paillettes. Je me suis dit, allez, j'ose, j'essaye. Et en fait, ça m'a tellement perturbé que j'étais hyper mauvais sur scène en plus. Enfin, et Mais parce que tu l'avais fait, parce que t'as... je m'étais dit, j'avais envie d'essayer, mais ça m'a plus perturbé qu'autre chose à ce moment-là. Et pourtant, aujourd'hui, depuis quelques mois, j'ai rasé la barbe pour garder la moustache. Donc ça va quand même, je garde la moustache. Mais je sais toujours pas faire un contouring. Ah, mais tu n'as plus d'excuses. Je n'ai plus d'excuses, je ne peux plus me cacher avec la barbe malheureusement. Mais voilà, moi j'ai besoin de garder le poil, j'ai besoin de garder ces attributs qu'on juge masculins parce que j'ai envie d'emmener ça dans une définition de la féminité. D'accord. Je veux de la féminité avec du poil, je veux de la féminité avec du sang qui coule libre, je veux de la féminité comme les femmes ont envie qu'elles le soient, comme les personnes transgenres ont envie de définir la féminité, comme les intersexes ont envie de féminité en fait, c'est ça. Et de masculinité à l'inverse aussi. On peut être masculin avec des cils de 5 cm de long, du rouge à lèvres, le poignet cassé. Voilà. Et ça m'a vraiment, le drag m'a vraiment, pour revenir sur la question que tu me posais, le drag m'a vraiment aidé à accepter déjà cette dualité qu'il y a en nous. À moins mettre la pression sur cette virilité que je devrais avoir, c'est-à-dire que même dans le cercle familial, maintenant j'assume complètement, j'arrête de jouer le rôle que je tenais absolument à avoir et qui n'avance à rien en plus, hein, parce que dans ma famille finalement maintenant ça se passe super bien, ça se passe mieux. Alors on n'est pas très proches, hein, mais à chaque fois qu'on les voit, on passe un bon moment. Sauf les réflexions un peu racistes de mes parents, ça c'est toujours un peu difficile à accepter, mais bon, je crois que là c'est un combat qui ne sera jamais gagné malheureusement. Mais voilà, et ça m'a vraiment aidé aussi à assumer mon côté folle, quoi. En fait j'adore être une folle, c'est génial. Et le fait que ça ne pose pas de problème. Et le fait que ça ne pose pas de problème, non, c'est ça. Puis dans la rue, genre, me faire traiter de folle, ce serait maintenant, je le prendrais comme un compliment, tu vois, parce que, en fait, quand tu laisses tomber ce rôle de mec, vrai mec, viril, masque for masque ou autre, tu te prends tellement moins la tête. Tellement moins. Et ça t'aide tellement plus à aller de l'avant après. Tu t'acceptes ton corps. Alors, moi j'ai jamais eu beaucoup de complexes avec mon corps, à part éventuellement les oreilles, parce qu'on m'appelait Dumbo tout mon collège. D'ailleurs, j'ai pu enfin réutiliser ça dans une perf où je m'étais fait un masque d'éléphant, une perf sur Dumbo, et là je me suis dit, ouais, c'est vraiment là où tu te rends compte que tu grandis aussi avec le drag. Ça te permet de refermer des blessures, réapproprier des insultes et en faire quelque chose d'artistique, et ça c'est vraiment vraiment le pire. Et oui, alors ça m'aide à m'accepter, mais d'un autre côté il y a aussi une part un peu plus sombre aussi dans le drag où tu travailles sur un personnage que tu mets sur ta peau en fait, c'est-à-dire que c'est un peu toi, c'est comme un masque, mais c'est aussi beaucoup d'énergie que tu mets dedans, donc tu t'y mets un peu toute ton âme. Moi je ne fais plus la différence entre Clémence et Guillaume, c'est-à-dire que ça en devient même une blague quand je fais n'importe quoi en soirée, je dis c'est pas moi, c'est Clémence, quoi. Ça me sert d'excuse d'ailleurs, mon mec c'est ça, mon mec n'en peut plus d'entendre cette excuse là à chaque fois, mais bon.
je fais plus trop la différence, c'est-à-dire que pour moi Clémence c'est devenu un mégaphone pour Guillaume en fait. Ouais. Mais t'as une sorte de schizophrénie un peu qui se développe et ça peut amplifier aussi énormément des parts un peu plus sombres. C'est-à-dire que tu vas aussi un peu plus douter de toi, tu vas accorder beaucoup plus d'importance au regard des autres, sur ton travail artistique. C'est-à-dire que sur ton identité, en dehors du drag, tu t'assumes beaucoup plus et tu as plus d'armes pour résister. En fait, ça amplifie aussi un peu tes faiblesses parfois. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. C'est-à-dire que ça a un peu aggravé mes problèmes d'ego. Ouais. Mais je pense que beaucoup de drag queens ont ce problème-là. De jalousie aussi parfois, quand tu vois que d'autres personnes réussissent et t'es dans l'envie parce que t'aimerais que toi, ce dans quoi tu mets ton âme et tout. Et là, tu pourras te permettre d'être jaloux éventuellement. Mais ça travaille, ça trigger beaucoup de choses aussi psychologiquement, le drag. Mais ça aide sur beaucoup de points. Donc c'est une chose aussi très très positive. Et plusieurs fois j'ai eu des gens qui sont venus me dire en mode ah mais j'adore ce que tu fais, ça m'inspire beaucoup. Il y en a qui m'ont dit ben j'aimerais faire comme toi. Je leur dis mais enfin, personne t'en empêche quoi, fais-le. Et après ils me demandent genre d'être leur drag mother. Je dis oh là là non jamais. Je peux pas avoir de responsabilité comme ça, c'est beaucoup trop. J'aurais déjà pas élevé un chihuahua. Mais voilà, sentir que t'inspires les gens, que tu les aides, que tu leur fais du bien d'une manière ou d'une autre, c'est la motivation première, quoi. Et c'est tellement agréable quand t'as ce retour-là. C'est une forme d'amour qui est un peu pure, que t'envoies aux gens et qui te revient aussi. Ouais. Et ça donne de la force. Ça donne de la force. Et ça aide à tenir le lundi matin quand tu te retrouves derrière ton bureau, devoir bosser pour le grand capital et enrichir ces multinationales là et tous ces dirigeants qu'on déteste. Pardon. Et, non mais c'est intéressant d'ailleurs, au travail, tes collègues ils connaissent Clémence Rue Ouais. Alors je suis pas arrivé avec mes gros talons le premier jour comme ça, mais je m'en suis pas caché. Et c'est très étonnant, mais c'est ma boss sur Facebook qui a vu la photo de la première Pride que j'avais fait en drag, où j'avais genre juste la gueule en blanc avec un énorme cœur sur l'œil et un body noir et un drapeau LGBTQI autour des fesses. Et elle a vu passer ça sur Facebook et elle a dit mais je crois que je le connais. Et juste après, donc elle m'en a pas parlé au début, et juste après je lui ai dit je vais pas pouvoir venir à tel événement parce que j'ai dit parce que j'ai un show. Elle fait ah tu vas voir quoi? Je fais en fait non c'est moi. Je fais ah tu fais du théâtre? En fait c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait je suis drag queen. Ah mais montre-nous des photos et tout. Elle était hyper enthousiaste et ça a commencé à se savoir dans la boîte et ça passe très bien parce que dans ma boîte ils sont hyper open à ce niveau-là. Du coup t'arrives à allier le drag avec ton travail, ta vie personnelle, c'est compliqué ou... Parfois c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de taf parce que au boulot parfois j'ai des pics d'activité aussi qu'il faut pouvoir gérer et il faut de l'énergie, il faut savoir se ménager aussi, ça c'est hyper important parce que si la santé suit pas, voilà. Mais je pourrais pas faire l'un sans l'autre, je crois. Je pourrais pas me dédier complètement au drag parce que pour moi le drag c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est une activité artistique qui me plaît énormément. Je sais pas si je pourrais dire que c'est une passion. D'accord. Quand je vois d'autres personnes qui connaissent toutes les drag queens d'Instagram, de RuPaul ou autres, toutes les drag queens parisiennes qui se donnent à fond là-dedans, pour moi genre je sens que c'est vraiment des passionnés. Moi j'en suis pas à ce niveau-là. Pour moi c'est un domaine de ma vie que j'ai développé et dans lequel je me trouve une source d'épanouissement, mais je ne m'y dédie pas assez pour que j'appelle ça une passion vraiment. Mais c'est quelque chose que j'aime profondément faire. Mais tu veux que ça reste une partie de ta vie. Ouais. En tout cas, maintenant. C'est ça. En fait, je me dis, si j'essayais d'en vivre, ça mettrait trop de pression dessus et je prendrais plus. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, voilà, pour vivre, j'ai mon taf. Ça mettrait trop de pression aussi sur mon couple, de vouloir simplement vivre que du drag.
Et j'ai pas envie de ça, je pense pas. Ok. Parce que je pense qu'en France, c'est très très compliqué. Je suis hyper admiratif de ceux qui s'y vouent à 100%. Cookie Cunty, Calypso Overkill et toutes les autres qui se dédient vraiment à ça. Il faut du courage, il faut de l'énergie. Le drag, il va pas grignoter sur mon travail parce que je suis obligé de faire mes 38 heures par semaine. Mon temps libre, il est aussi dédié à mon chéri, quoi. Donc c'est le moment les moments qu'on partage ensemble. En plus, lui, il a un rythme mardi-samedi, moi j'ai un rythme lundi-vendredi, donc on a vraiment le dimanche vraiment que pour nous et les soirs. Donc il faut pouvoir préserver ça aussi. C'est de l'organisation. C'est de l'organisation. Ça demande de la gestion et de la rigueur, et c'est clairement pas mon fort. Je te comprends totalement. Hein. Pour ce podcast, je fais la même chose, donc ça va. On arrive à peu près à la fin de l'enregistrement déjà. Oh, waouh! Je voulais savoir si tu avais un conseil pour celles et ceux qui aimeraient faire du drag queen. C'est une question que je pose à tous mes invités. Donc je t'écoute. Enfin, il t'écoute, elle t'écoute. Un conseil, faites-le, vraiment. Si vous avez envie, c'est que vous êtes prêt déjà. Pas besoin de regarder 40 000 tutos pour savoir se maquiller, sauf si vous voulez vraiment devenir une make-up queen, une make-up king ou make-up thing. Prenez du plaisir surtout et amusez-vous, parce que c'est l'essence même du drag, c'est le fun et c'est le rire. Et essayez de porter des messages politiques si vous sentez de le faire, parce que ça aidera toujours une cause. Et surtout, soyez ouverts aux gens, soyez ouverts à ce qu'ils peuvent vous apporter, que ce soit les autres Queen Kings et Club Kids, comme votre public, parce que c'est important aussi d'être à l'écoute de son public et de ce qu'il peut nous apporter. Parce que son public, une drag queen, elle est un peu toute seule devant son miroir. C'est certain. Merci Guillaume. Merci beaucoup de m'avoir laissé parler autant. C'était fort intéressant. Merci d'avoir écouté Flamboyante, un podcast produit par Mauvaise Tête. Tu as pu entendre Nelson Beer qui a accepté d'être le générique de l'émission. Je suis si heureux de voir que vous êtes de plus en plus d'auditeurs à passer par là. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à t'abonner à Flamboyante sur ta plateforme de podcast pour ne pas louper le prochain épisode. À très vite, intense passion.